Bonsoir. Si vous voulez bien vous asseoir, la conférence va commencer. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le professeur Bensoussan qui nous a accompagnés dans l'organisation de cette année André Neher. J'ai l'impression que le colloque est déjà tellement loin de nous. J'ai l'impression d'être dans un autre monde déjà. Et pas parce qu'on est en hiver, il y a eu tellement de choses depuis. Et on s'est souvent posé la question, mais que dirait Neher aujourd'hui? Et je suis vraiment très très content que vous soyez là ce soir, mais aussi, et c'est, je crois, très rare, qu'un philosophe intervienne aussi rapidement, à la fois sur un thème prévu, mais également adapté à la situation actuelle. Et je vous en remercie. Et je vous demande à tous de bien retenir que la prochaine conférence consacrée à André Neher sera une conférence dont Valérie nous parlera tout à l'heure, qui est une conférence qui sera donnée par monsieur David Lemler, le professeur David Lemler, toujours sur Neher, et que lui-même m'a envoyé un message hier soir, hier soir à 1h30 du matin, pour me dire qu'il voulait changer le thème de sa conférence, et j'ai immédiatement transmis la nouvelle thématique dont vous parlera Valérie tout à l'heure. En attendant, merci monsieur le professeur, et j'espère que vous aurez tous et toutes une grande leçon de philosophie autour d'André Neher. Donc je présente l'auteur, j'allais dire quand même, ce soir, monsieur le professeur Gérard Bensoussan, qui a enseigné pendant de nombreuses années à Strasbourg, qui a travaillé aussi avec l'ENS, je crois, j'ai vu un site, qui a fondé le Parlement des philosophes, donc une carrière qui cherche à enseigner, qui cherche à ouvrir à la philosophie, à faire venir peut-être des gens qui ne connaissent pas bien ce milieu. Alors j'avoue que c'est un peu mon domaine, hein, je ne connais pas bien la philosophie. Je sais que nous allons aborder des thèmes autour de l'identité d'André Neher, son identité et son lien donc, avec la terre d'Israël, peut-être aujourd'hui un peu plus spécifiquement, avec son lien avec la terre d'Israël bien sûr dans la vision de Neher, c'est-à-dire le messianisme, le prophétisme, des notions d'exil, de retour, et j'ai beaucoup aimé, vous m'avez parlé de la notion de géothéologie. Donc je pense que c'est quelque chose, un thème qui va nous intéresser très fort. Et pour revenir un tout petit peu, pour remettre dans le contexte André Neher, je voulais rappeler qu'il avait donc lui-même signalé qu'il avait eu plusieurs naissances au cours de sa vie, en dehors de sa naissance biologique, qu'il a donc vécu la Shoah, la guerre, qui s'est caché donc dans un petit village de Corrèze, et sa naissance suivante, c'était son alias, sa montée en Israël en 1967, donc après la guerre. C'est quelque chose pour lui, c'était des pièces de son âme, comme je crois qu'on pourrait dire. Hein, c'est un monsieur qui s'est tressé tout au long de la vie. Comme vous, il a commencé par étudier la philosophie allemande, qu'il ne pouvait pas vraiment distinguer de la philosophie juive, les racines sont quand même très liées, et de cette base de pensée, de notions, d'ouverture, il a complètement réussi à enfiler les liens, à tisser les fils pour en faire une magnifique tresse autour du judaïsme alsacien, de son identité juive, de son amour pour Sion, pour Jérusalem, pour Israël en général. Et donc je vais vous laisser la parole pour nous expliquer toutes ces belles idées. Merci Valérie. Je voudrais commencer par vous remercier tous qui êtes là, en particulier le consistoire et son président, M. Dahan, et tous les amis qui ont présidé à l'organisation de cette année Neher. M. Dahan l'a rappelé tout à l'heure, un certain nombre de réunions auxquelles j'avais participé il y a longtemps maintenant. Le thème que j'avais indiqué pour cette conférence,
donc mon projet initial. C'était d'essayer de montrer comment, dans la pensée d'André Neher, s'établissait ou se construisait un lien entre la philosophie juive, alors que moi j'entends dans un sens strict, plus strict au fond que celui d'André Neher, mais c'est un thème de réflexion chez lui qui a toujours été, qui a longtemps été très présent. On en trouve des traces écrites très nombreuses, en particulier ses contributions à l'histoire de la philosophie, des volumes 1 et 3, je crois, aux éditions de la Pléiade, et un article très important de 1984, sur lequel j'ai déjà écrit 2 ou 3 petites choses, qui s'appelle « Pensée biblique et non-philosophie ». Donc, mon point de départ, c'était quel lien entre la philosophie juive, il faut entendre qu'il y a quelque chose une tension au moins quand on dit philosophie juive, entre le grec, philosophie, et la source ou la ressource juive, qui n'est pas exactement philosophique. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas simplement la détermination de la philosophie juive chez Neher, mais aussi le lien qu'on pouvait lire, et ça c'est intéressant, et même stimulant chez Neher, entre philosophie juive et identité juive. C'est-à-dire, quelle est la nature de ce qui est commun à ces deux expressions, philosophie juive, identité juive, quelle est la nature, quelle est la teneur profonde de ce caractère commun juif, ou juive, identité, philosophie juive. Alors, Neher lui-même, quand il s'interroge sur ce lien, il le rapporte à la question d'identité, c'est le titre d'un de ses ouvrages, ou à la question de ce que traditionnellement, précisément dans la sphère allemande, depuis certains philosophes allemands du XIXe siècle, ou Cohen également, Hermann Cohen appelait l'essence du judaïsme. Quelle serait cette essence du judaïsme? Alors, c'est une essence supposée, très difficile à déterminer, hein, ça a l'air d'aller de soi, c'est pas aussi évident, dans la mesure où cette essence, et Neher en a fait l'épreuve lui-même, est toujours testée en quelque sorte, ou mise à l'épreuve d'une existence politique concrète, celle de l'État d'Israël, dans la vie et dans la pensée de Neher. Et donc, mon projet de départ, autant dire que c'est un projet que j'ai abandonné, hein, si je vous en parle d'emblée de cette façon, c'était de m'interroger sur les contours de cette qualification juive, et dans philosophie juive, et dans identité juive. Alors peut-être que si j'ai le temps, j'y reviendrai, en particulier en m'expliquant sur ce que j'ai à peine suggéré, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme un oxymore, comme on dit, hein, c'est-à-dire l'union de deux contraires, dans cette expression philosophie juive, entre un élément juif, évidemment, et un élément extérieur, grec, philosophique. Cette tension, gardons ce mot, cette tension, elle est peut-être, on peut la rapporter, et dans un certain nombre de ces textes, c'est ce que fait Neher, on peut la rapporter à une tension qui, elle, est interne au judaïsme, et qui traverse, disons, le messianisme juif lui-même, entre... Alors, quand on dit tension, il faut évidemment au moins minimalement dire entre quoi et quoi. Hein. Une tension entre ce que les philosophes appellent l'universel et le particulier, l'universalisme et la particularité. Entre, pour utiliser des mots, je le dis au passage, tous ces mots sont des mots grecs, hein, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes proprement philosophiques, peut-être que j'en dirai un mot tout à l'heure. Entre cosmopolitisme, c'est un mot qui, chez un philosophe comme Kant, a sa noblesse. Hein. Il ne faut pas l'entendre au sens où les extrêmes droites l'ont dévoyé à la fin du XIXe siècle. Entre cosmopolitisme et nation, ou peuple, âme Israël. Hein. Entre parenthèses, quelqu'un comme Manitou voyait la source de cette tension dans la Torah elle-même,
il repérait cette tension dans un très beau texte qu'il a écrit en 1954 qui s'appelle Judas et Israël. Cette tension, ce serait la tension entre les deux frères, fils de Jacob, Judas et Joseph. Judas incarnant, je cite Manitou, la fidélité à la spécificité hébraïque, et Joseph, la mission d'Israël auprès des nations. Et Manitou relève à ce moment-là, donc c'est un texte de 1954, et je le cite encore, deux formes tout autant légitimes de la présence juive, l'une en Israël et l'autre en diaspora, et Manitou s'inquiète du risque d'un schisme, c'est le mot qu'il utilise, entre, je le cite encore, d'une part des Israéliens qui espèrent une conversion de la diaspora à leur solution du problème juif, entre guillemets, et de l'autre des juifs religieux qui espèrent une conversion, je cite encore Manitou, une conversion des réalités israéliennes à l'idéal de la Torah. Alors, j'ai parlé de tension, j'ai cité Manitou simplement à titre illustratif pour montrer que cette question qui traverse la pensée de Neher se pose à toute une série d'autres penseurs juifs, bien avant lui, et ce déchirement, cette tension, ce déchirement, Neher lui-même l'a porté, vous venez de l'indiquer, ou moins de le suggérer il y a un instant, Neher lui-même l'a porté dans sa trajectoire, dans son parcours. Il a, pendant un certain temps, incarné une conception qu'on peut dire universaliste du judaïsme. Conception universaliste, ça veut dire que on considère que le principe fondamental de la Torah est un principe abrahamique, disons, et tous les hommes, tous les fils d'Abraham, et au-delà, disons tous les hommes, sont censés se retrouver au moins potentiellement dans cette ascendance abrahamique. Il y a des références talmudiques, en particulier dans le traité Nédarim, qui viennent à l'appui de cette lecture possible. Et dans ce sens-là, pour Neher, ce qui fait l'universalité du judaïsme, ça tient avant tout dans le prophétisme, dans le sens du prophétisme, dans l'essence, c'est un mot qu'il utilise beaucoup, du prophétisme. Là encore, c'est le titre d'un de ses livres, l'essence du prophétisme, qui est peut-être, à mes yeux, chacun son œuvre majeure. Et c'est cette vision, donc le mot est vague, mais universaliste du judaïsme, qui lui fait, par exemple, écrire dans les années 50, il explique qu'il est nécessaire qu'il y ait une, je cite Neher, reconnaissance du fait arabe au sein de l'œuvre sioniste. Alors, comme Valérie l'a indiqué, en 1967, après la guerre, les 6 jours, André Neher et sa femme montent en Israël. Ils effectuent leur alia, et une fois en Israël, le couple s'est engagé résolument, politiquement, dans la défense du Grand Israël, dans le refus du retrait des territoires, dans le refus de toute négociation sur Jérusalem, après l'annexion de la partie orientale de la ville. Je vais le citer longuement, je cite donc Neher, « J'ai lutté pour Israël, mais aussi pour autre chose encore, pour des causes humaines, desquelles j'étais solidaire en tant que citoyen français, et à partir d'aujourd'hui, je ne lutterai que pour Israël. » Bon, la déclaration est très tranchée et très nette. Alors, cette évolution politique, mais qui est une évolution politique qui est au fond, je parlais de cette tension entre cosmopolitisme et Am Israël, elle est presque constitutive du judaïsme et donc interne aussi à Israël, à la fois comme peuple et comme État. Et cette évolution politique, qu'on peut considérer donc comme substantiellement associée à la vie même du judaïsme, on peut, je n'ai pas dit que c'est une hypothèse. Cette évolution a évidemment consterné un certain nombre de ses proches, de ses disciples. Là aussi, je leur donne la parole. Lucien Lazare, par exemple,
j'ai été atterré par l'évolution de Neher que, jusqu'aujourd'hui, je m'explique difficilement. Peut-être a-t-il été le jouet de ses émotions. On a tous connu l'angoisse avant la guerre des 6 jours. Rabbi, que vous connaissez aussi, Vladimir Rabinovitch, hein, lui aussi rompt avec André Neher, je le cite encore, « Vous êtes un des rares hommes en cette génération dont j'ai pu dire, et je l'ai dit car je l'ai pensé, qu'il y avait en vous des parties de sainteté et souvent une totale innocence. Mais c'est précisément à cause de tout cela que je vous en ai voulu comme d'une faute intellectuelle majeure et comme d'une perversité intellectuelle. » Et il ajoute que vous ayez pu, vous, Neher, vous abriter derrière un pauvre argument de sémantique pour refuser à l'expulsion des Palestiniens le sens d'une déportation m'a profondément choqué et m'a fait découvrir toute une zone de ténèbres dont je ne percevais pas l'étendue. Il y a même une sorte de pathos là de la contestation de Neher. Un troisième nom, qui est un philosophe très important, Emmanuel Lévinas, et qui n'est pas précisément un homme de gauche ou un penseur de gauche. Il a lui aussi marqué son opposition à André Neher, surtout après Sabra et Shatila, de façon peut-être plus mesurée que, par exemple, les propos de Rabbi, mais aussi résolue. Chez Lévinas, on trouverait des choses semblables chez Jacob Gordin. Chez Lévinas, il y a ce qui se dessine, c'est aussi une ligne de fracture, là encore peut-être toujours ouverte chez les Juifs et en Israël comme pays, comme État. Pour Lévinas, ce ferventionniste par ailleurs, hein, Lévinas se refuse pourtant à considérer la naissance ou la renaissance de l'État juif comme l'amorce de la rédemption. Il y a chez Lévinas presque instinctivement un refus de ce qu'il appelle, alors c'est un mot tellement vague que chacun y met ce qu'il entend y mettre, un refus de ce qu'il appelle la mystique. Or, on a pu relever chez André Neher, je ne sais plus de qui est le mot, un mysticisme actif. Je ne sais plus c'est pas de moi en tout cas cette expression. Et ce mysticisme actif, ce refus de la mystique qu'on trouverait également, mais alors à chaque fois mystique désigne des choses différentes, mais on trouverait ça chez un grand penseur du judaïsme comme Franz Rosenzweig également, ce refus de la mystique distingue André Neher aux yeux de ceux qui le critiquent. Pour Lévinas, l'existence du peuple juif dans ce qu'il appelle sa particularité d'unique, donc dans son unicité. L'existence du peuple juif n'est pas, dit-il, un nationalisme de plus, mais l'ouverture de la perspective historique de l'humanité, sans qu'on comprenne bien exactement ce que l'expression peut recouvrir, l'expression positive. En tout cas, ça n'est pas un nationalisme de plus. Le sionisme pour Lévinas, ça n'est pas un nationalisme de plus. Il y aurait beaucoup à dire sur l'expression de Lévinas. Alors, je voudrais partir pour aller d'emblée à un certain nombre de questions, et pas simplement esquisser une description générale de la pensée ou de l'œuvre, de la pratique politique ou théologico-politique de Neher. Je voudrais partir d'un échange très intéressant, et pour autant que je sache assez peu connu, entre André Neher et Paul Ricoeur dans la revue Esprit. Il s'agit on est en 1958, les deux textes, André Neher donne en février 1958 donc un texte qui s'appelle Réflexion sur Israël, et Paul Ricoeur en juin 1958, donc quelques mois après, lui répond par un texte qui s'appelle Perplexité sur Israël. C'est un échange donc qui est ancien maintenant, hein. On est 2 ans après l'expédition de Suez, il y a très longtemps, et pourtant c'est peut-être un motif de désespoir, hein, les paradigmes qui sont invoqués, les modèles, les concepts, les syntagmes, les notions seraient toujours utilisables aujourd'hui. Tout à l'heure, le président Dahan se demandait que dirait Neher aujourd'hui. C'est bien difficile, on peut présumer d'un certain nombre de choses, mais je pense que quand on le lit
quand on lit ces textes de 1958, hélas peut-être, hein, on a un certain nombre de réponses sur ce qu'il pourrait dire ou ce qui appellerait de sa part les atrocités que nous connaissons tous. Je reviens donc au texte. Alors, et je pense que si je convoque ce texte plutôt qu'un grand livre de telle ou telle œuvre de Neher, c'est parce que je pense que s'agissant de mon sujet de ce soir, c'est-à-dire Israël, le sionisme, l'existence juive, etc., il y a là un noyau dur qu'on peut assez simplement décrire. Donc, je reviens au texte de Neher. Il explique que, pour bien comprendre les problèmes, qui sont ceux de l'État d'Israël, dans ses conflits avec le monde arabe, il faut faire une différence, dit-il, entre ce qu'il appelle essence, on retrouve ce mot, hein, essence d'Israël, essence du judaïsme, et cette essence, il la décrit, il va reprendre ça plus longuement dans le livre qui s'appelle l'identité juive, justement. Cette essence, il la décrit comme une dialectique de l'identité, dialectique de l'exil et du royaume, dialectique de la dispersion et de l'unité, dialectique de ce que Lévinas appelait l'unique, l'unicité et l'universalité. Et cette dialectique de l'identité juive ouvre sur ce que Neher appelle dans ce texte la vocation ontologique du judaïsme, c'est-à-dire l'être du judaïsme, elle-même dialectisée avec ce qu'il appelle sa vocation utopique, c'est-à-dire ce que le judaïsme a à être, son devoir être. Et il explique à ses lecteurs, Neher, que cette essence du judaïsme, qui est une essence immuable, quasi éternelle, doit être prise en compte. Il s'adresse à des interlocuteurs, à un public intellectuel au sens large du terme. Et il les invite à prendre en compte, justement, cette essence. Et cette essence, il la distingue de ce qu'il appelle les accidents historiques et politiques. Il est frappant, je l'ai suggéré tout à l'heure, mais il est frappant de constater à quel point Neher utilise et plaque même peut-être tout l'arsenal philosophique de l'Occident, de la Grèce, sur ces analyses du judaïsme, d'Israël, etc. Tous ces mots sont des mots, quand on est philosophe, on mesure leur poids proprement grec, sont des mots philosophiques. Être, identité, ontologie, essence, substance, accident, dialectique, etc. Je fais cette remarque en passant parce qu'un philosophe comme Lévinas, on peut dire que tout son effort de pensée, abouti ou pas, chacun en jugera comme il veut, mais tout l'effort philosophique, ou l'effort de pensée de Lévinas, ça va consister à essayer de trouver un autre langage, une autre langue que celle de la tradition ontologique, philosophique, occidentale. Et tout ce que Lévinas appelle éthique, c'est pas simplement la morale, c'est la recherche d'un lexique, d'un vocabulaire de mots qui échapperait à cette tradition occidentale. Je le note parce qu'on a là on voit très bien qu'on a une différence très marquée entre Neher et Lévinas. Un mot de Lévinas, ce qui me ramènerait à la question de la philosophie juive, comme ça, en passant ou de façon oblique, il dit que ce qui s'appellerait peut-être philosophie juive, bien que Lévinas n'utilise pas ce mot, aurait pour thème, je cite Lévinas, d'énoncer en grec, de dire en grec, des choses, des principes, dit-il, que la Grèce ignorait, et qui viennent entièrement de la Torah. Donc vous voyez, l'ambition philosophique de Lévinas, ce serait de dire en grec, comme il dit, c'est-à-dire de traduire en concept philosophique, un certain nombre de choses qui sont totalement extra-grecques et qui sont pour lui essentiellement thoraïques et talmudiques. Je referme cette parenthèse. Donc, je reviens à Neher, il y a une essence, on peut dire messianique, prophétique, et il y a les données accidentelles. En gros, l'histoire, la politique,
la situation et les conflits dans le Moyen-Orient historique. C'est-à-dire, au fond, les données concrètes des problèmes politiques, les données contingentes des problèmes politiques. Alors, la question qu'on peut se poser quand on lit le texte de Neher et qu'on pourrait lui adresser, la question est comment va-t-on passer, je garde tout le registre ontologique, philosophique de Neher, comment va-t-on passer de cette essence d'Israël, du judaïsme, du peuple juif, etc., de cette essence à une existence, celle de l'État d'Israël. Une concrétisation. Oui. Ce couple essence-existence, si vous voulez, il a une très longue tradition dans l'histoire de la philosophie qui remonte évidemment au moins à Platon, au moins. C'est pour ça que je garde ces mots. Mais vous avez raison, n'hésitez pas donc à m'interrompre, on en avait convenu. Oui, quand je dis existence, ça veut dire existence nationale, étatique, juive sur la terre d'Israël. Hein. Comment passer, sans même parler de passage, comment articuler ce que Neher, et il n'est pas le seul, hein, appelle essence du judaïsme, à l'existence politique de l'État d'Israël. Et comment passer ensuite de cette existence, c'est là qu'est la difficulté, on la mesure, hein, de cette existence à une coexistence. Donc cette articulation essence, existence, coexistence, c'est déjà une question. Et la question que lui adresse Ricoeur, c'est pas celle-là, mais elle est congruente à celle-là. La question de Ricoeur, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Quand il répond à Neher, il dit Neher, qu'entendez-vous par essence? Alors, dans la réponse de Neher et dans ce que j'en ai dit, je crois qu'on pourrait dire de façon plus humble, et en essayant de ne pas justement recourir aux grandes catégories de l'ontologie grecque, c'est-à-dire de la philosophie, on pourrait dire que cette identité juive, cette essence du judaïsme, l'ensemble de ces termes, ça consiste, pour un penseur juif comme Neher, mais c'est la même chose pour tous les autres penseurs juifs, ça consiste à tenter de dresser ce que j'appellerais un autoportrait du peuple juif. Ce qui peut être variable selon les penseurs. On trouve de la même façon dans l'Étoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig également un autoportrait du peuple juif. Ce n'est pas le même que celui de Neher. Neher a beaucoup lu Rosenzweig, il y a beaucoup de choses qui l'ont grandement inspiré dans l'œuvre de Rosenzweig et qui passent dans Neher, bien sûr, mais je dirais les choses de cette façon. On a affaire à chaque fois à des autoportraits du peuple juif. Et cet autoportrait s'inscrit chez Neher dans ce qu'il appelle, d'un mot très très judicieux, que vous venez de rappeler tout à l'heure, ce qu'il appelle une géothéologie. C'est le mot de Neher. Géothéologie, il va l'utiliser dans le livre qui s'appelle L'identité juive, il le mobilise dans de nombreux textes, en particulier dans ce texte de 1958. Une géothéologie au sens de Neher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une façon de relier la vocation, c'est le mot de Neher également, la vocation de l'être juif, la vocation ontologique, la vocation et la terre. Une façon de relier une théologie et une géographie. Encore des mots grecs, d'ailleurs. Hein. On pourrait presque dire une façon de relier une théographie et une géologie, c'est-à-dire des traces, une trace de Dieu, une trace du divin, et un enracinement. Donc c'est une notion, cette notion de géothéologie, très très riche. Alors la question, bien sûr, ensuite, et on ne peut pas s'y dérober, c'est que cette essence, cette géothéologie, cet autoportrait, est-ce que les autres hommes, les non-juifs, est-ce qu'ils pourront la connaître, la reconnaître, la prendre en charge intellectuellement, l'accepter au moins en partie, la reconnaître éthiquement également, et lui accorder quelque chose comme une entente
Hein? Est-ce que ceux qui ne sont pas juifs, et peut-être même un certain nombre de juifs d'ailleurs, sont aptes à entendre quelque chose de ce qui se dit sous cette appellation de géothéologie ou sous cette description d'un autoportrait juif? C'est la question de Ricoeur. Et c'est une question que Ricoeur lui pose avec beaucoup de sincérité et avec une forte inquiétude. Alors, j'écoutais récemment, j'en parlais avec Simon il y a un instant, mais j'ai pas lu le livre, c'est la présentation d'un livre, un grand islamologue israélien qui s'appelle Meir, je ne sais plus si c'est Ben ou Baracher, et alors donc le livre de Meir Baracher porte sur l'islam, le titre doit être à peu près Les Juifs et l'islam, enfin c'est le thème, et plus je l'entendais, surtout dans le dernier tiers de cette vidéo que je regardais il y a quelques jours, plus je me disais que Baracher était en train de décrire, lui aussi, une géothéologie. Celle qui peut se déduire du Coran. Je ne dis même pas de tel ou tel courant fanatique, illuminé, je ne parle pas de ça, hein. Une géothéologie immédiatement déductible du texte coranique et qui donne lieu à l'élaboration d'une très longue tradition proprement islamique, musulmane, hein, j'ai bien dit islamique. Il y a donc une géothéologie islamique, une géothéologie de ce que en arabe on appelle Dar al-Islam, la maison de l'islam, ou de la Oumma, de la communauté, de la terre, là encore, du rapport entre la terre et la communauté, et cette géothéologie islamique, elle interdit, je vais très vite, mais on s'approche effectivement d'un certain nombre de douleurs contemporaines, immédiates, cette géothéologie musulmane ou islamique interdit qu'un musulman puisse être soumis ou subordonné ou assigné à une quelconque domination par un non-musulman, juif ou chrétien, en terre d'islam, dans ce territoire qui est déterminé comme Dar al-Islam. Il y a d'autres maisons, il y a d'autres Dar hein, dans cette géothéologie, dans cette territorialisation du monde portée par cette géothéologie musulmane. Il y a d'autres maisons. La maison de la guerre, la maison de la conciliation, premièrement, je ne sais pas du tout des choses que je connais vraiment, et deuxièmement, ça n'apporte pas pour le propos que je voudrais achever. Donc on a une vision territorialisée du monde dans l'islam, et cette vision, cette géothéologie islamique, emporte de très nombreuses prescriptions de type juridique, sur les dhimmi, etc. Et vous vous doutez bien que la Palestine contemporaine fait partie intégrante du Dar al-Islam. Cette certitude inébranlable des croyants musulmans explique, au moins en partie, la persistance de cette incroyable, quand on y songe, quand on compare avec d'autres situations à travers le monde de très nombreux réfugiés, cette persistance de l'irrédentisme palestinien, qui sont toujours des réfugiés, vous connaissez toutes ces choses, y compris dans les statuts de l'ONU, etc. Je ne rentre pas dans ces considérations, mais qui sont intéressantes. Et c'est cet irrédentisme palestinien, puisqu'on a affaire à la maison d'islam, on se demande comment les instances internationales ont pu à ce point accompagner cette géothéologie islamique. Hein. C'est ça qui peut laisser perplexe. Et donc cet irrédentisme palestinien, évidemment, déferle, j'allais dire aujourd'hui, mais depuis toujours, dans une sorte de fascisme démagogique, et ce déferlement est à la fois symptomal, puisqu'il a cet enracinement dans cet enracinement géothéologique, et puis extraordinairement brutal. La conclusion de cet islamologue israélien est très claire. Il dit, sur le plan théologique, je dirais en empruntant donc cette riche détermination à André Neher, sur le plan géothéologique, il n'y a aucune médiation possible.
Il n'y a pas de dialectique entre les deux géothéologies, hein, mais un affrontement, rien d'autre qu'un affrontement entre deux identités, deux vocations, etc. etc. Alors, ceci, c'était la conclusion de Meir Baracher, si je me souviens bien. Ceci n'exclut pas une solution politique. Peut-être que, au contraire, c'est dans des situations où les socles géothéologiques sont à ce point inconciliables que la politique doit intervenir. Hein. C'est ça la politique, c'est intervenir. Il y a un mot de Derrida qui ne parlait pas de politique, qui parlait du concept, de la philosophie, etc. Et il disait, je pastiche Derrida, la politique, Derrida disait le concept. Hein. La politique, je dirais la chose comme ça pour ma part, s'affaire toujours autour d'une blessure. Hein. C'est cet affairement autour d'une blessure qui est la vocation de la politique. Donc, dire que les deux géothéologies sont irréductibles l'une à l'autre et irréconciliables n'empêche pas l'affairement autour de la blessure, qui est l'affaire de la politique. Est-ce que ça ne serait pas soigner un patient sans entendre sa douleur? En tout cas, la politique consiste au moins à soigner le patient. La question de la douleur, comme vous savez sûrement, elle a une longue histoire dans l'histoire de la médecine, et peut-être que dans certaines... Même quand la médecine de guerre, par exemple, n'entendait pas ou ne pouvait pas entendre la douleur, elle s'affairait quand même autour d'une blessure. Je pense que cette expression de Derrida, s'affairer autour d'une blessure, indique assez bien, une image comme ça, ce que doit être la vocation d'une politique, en tout cas d'une politique démocratique, c'est-à-dire une politique qui passe par ce que Ricoeur semblait appeler de ses voeux, c'est-à-dire une capacité d'entente de l'ennemi, en quelque sorte. Hein. Ce qui suppose aussi un certain nombre de situations et un certain nombre de circonstances qui ne sont pas toujours données, loin de là, bien sûr. En tout cas, la question, c'est bien celle-ci, comment s'affairer autour d'une blessure, comment... C'est de faire un pontage comme ça entre géothéologie, au sens de Neher, et politique. C'est très difficile, et on voit très bien qu'il y a toute une série de circonstances historiques, d'accidents, qui ne sont donc pas des accidents au sens banal du terme, comme dit Neher, qui rendent parfois, exactement comme l'intervention des médecins, la métaphore ici, on peut la filer un certain temps, qui rendent la politique impossible. Nous sommes aujourd'hui, de toute évidence, hein, je ne vais pas m'y arrêter, dans une situation de ce type. Je ne vois pas très bien quelle solution politique on pourrait imaginer aujourd'hui en Israël, ce qui se substitue nécessairement à la politique, et justement à la politique, c'est évidemment la guerre. Mais qui peut entendre ça à part nous-mêmes? Alors, cette difficulté d'articuler géothéologie et politique, c'est plus qu'une difficulté. Dans l'état actuel, c'est une impossibilité. Il n'y a pas que sur le théâtre moyen-oriental. Il y a toute une série de situations politiques historiques où la politique est impossible. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce que Neher appelle les données accidentelles. Pour garder donc sa distinction entre une essence, une substance d'Israël et des accidents contingents. Mais les accidents contingents, ce sont eux qui forment la trame des problèmes politiques, et ces problèmes politiques sont issus, bien sûr, de l'existence concrète des peuples, de l'existence, et pas tellement d'une essence, des aspirations, des haines des uns et des autres. Au fond de ce qu'un philosophe, dans un autre contexte, comme Jean-François Lyotard, appelait les grands récits. Il y a des grands récits géothéologiques qui nourrissent l'existence pratique, concrète, historico-politique des peuples. Et lorsque ces peuples s'affrontent, ils le font dans des données accidentelles, pour reprendre le mot de Neher. Ce ne sont pas les essences qui se mobilisent dans ce moment de la guerre, disons. De la guerre comme non moins continuation de la politique par d'autres moyens, selon une définition fameuse, que comme autrement que politique.
Parce que si on pose une vérité absolue pour soi, sa propre vocation ontologique, comme dit Neher pour l'être juif, et si on la pose pour soi comme un en soi, comme disent les philosophes, si on en étend le principe, évidemment, on va être obligé à un moment de se confronter à tous les autres peuples, et au premier chef, pour ce qui concerne Israël, à cette invariance géothéologique de la communauté des musulmans dans la maison d'islam, dans l'islam, de la terre d'islam. La maison, on pourrait dire que c'est intéressant, cette notion de maison qu'on ne trouve pas dans le... Il y a une maison de l'être musulman, disons, alors que du côté du judaïsme, il n'y a pas Beth Israël, mais il y a plus une dispersion de l'être juif, une dissémination de l'être juif, et donc du coup, il me semble qu'il y a dans la pensée juive, les pensées juives, de façon transversale et sur la longue durée, toujours cette idée de quelque chose qui se dissémine, évidemment à travers la figure de la diaspora, mais pas seulement. Hein. Je pense qu'il y a une vision de ce que c'est qu'être aussi. Et il y a donc toujours la possibilité d'une collision avec l'État en général, et peut-être aussi dans l'histoire du sionisme avec l'État juif. Disons qu'il n'y a pas d'homogénéité, comme c'est le cas en islam, avec la notion d'art, de maison. Il n'y a pas du côté du judaïsme, je crois, d'homogénéité entre la vocation, pour reprendre le mot de Neher, et l'État. On trouve souvent quand il s'agit de caractériser la pensée politique du judaïsme quelque chose comme ce qu'un auteur a appelé un certain anarchisme métaphysique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, disons, une méfiance envers l'État qui est pas du tout quelque chose de superficiel et qui tiendrait au caprice de l'un ou de l'autre ou à ses choix politiques. Il y a profondément dans l'idée même de la dissémination de l'être juif cette distance, cette méfiance par rapport à l'État qu'on trouve chez Lévinas, il me semble, et qu'on trouve chez beaucoup d'autres penseurs juifs, y compris des penseurs sionistes. Je parlais de Gordin il y a un instant, qui pensent donc la vocation juive dans cette difficulté de concilier quelque chose de l'être juif avec l'État juif. Neher, pour parler de cette identité d'essence, il dit il utilise le mot de métaphysique. Il y aurait une métaphysique juive de l'essence ou de l'identité, et ça ouvre chez lui vers une sorte de, enfin quelque chose qu'on pourrait appeler une hyperpolitique. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus. De la même façon qu'il y avait chez Rosenzweig une métapolitique, avec des profondes différences. Chez Rosenzweig, il y a un certain diasporisme. Parfois, on a pu même parler d'antisionisme de Rosenzweig, ça n'a strictement rien à voir avec le vocable actuel, donc il vaut mieux éviter ce mot. Alors qu'il y aurait chez André Neher, qui se caractérise lui-même comme disciple de Rosenzweig, une sorte d'hypersionisme. Ce que j'appelle l'hypersionisme ici, c'est la façon dont Neher lui-même l'a souvent écrit, la façon dont sa propre existence est bouleversée, en l'occurrence pour lui par la guerre des 6 jours, hein, bouleversée par toute une série de données politiques qu'il appelle accidentelles, en fonction d'une essence. Ce bouleversement, il est lié aux accidents, aux circonstances, etc., mais en fonction d'une essence. Et la question, là encore, hein, c'est, on peut comprendre ce bouleversement existentiel dont parle Neher. Et non seulement on peut comprendre, mais qui d'entre nous ne l'a pas éprouvé à tel ou tel moment selon sa génération et dans telle ou telle circonstance historique. Mais ce bouleversement existentiel, les autres n'y sont pas tenus. C'est là la difficulté. Pas plus que nous sommes nous tenus aux prescriptions de la tradition musulmane à propos de la terre d'islam, ou de ce qui s'ensuit pour l'habitation juive d'Eretz Israël. Et il y a chez Neher, je crois, quelque chose qui peut conduire à un certain refus de la politique,
au sens où j'en parlais tout à l'heure, s'affairer autour d'une blessure. Je voudrais rapporter ici un dialogue entre Lévinas et Neher. Ce dialogue se passe au moment où, dans un débat préparatoire à l'organisation d'un colloque des intellectuels juifs de langue française à Paris, en 1967. Les propos ont été rapportés par Rabi, mais ni Neher ni Lévinas ne les ont le moins du monde démentis. Donc on peut leur ajouter foi. Je cite Neher. C'est Neher qui parle. Les événements de mai et juin ont entraîné la nécessité de remettre en cause toutes les données constitutives de mon être. C'est ça le bouleversement existentiel dont je parlais il y a un instant. Les événements de mai et juin ont entraîné la nécessité de remettre en cause toutes les données constitutives de mon être. J'ai été transformé de fond en comble. Lévinas prend la parole. Rappelez-vous de ce que vous avez dit une fois. Il s'adresse à Neher. Donc, rappelez-vous de ce que vous avez dit une fois. Périsse la communauté juive, périsse l'État d'Israël si cette communauté devait être injuste, si cet État devait être injuste. Neher, je le maintiens, mais je suis certain que la justice est du côté d'Israël. Lévinas, Israël ne peut ni ne doit être un persécuteur. Neher, est-ce que vous n'avez jamais connu la moindre interrogation, le moindre doute dans la conscience? Écoutez encore 800 000 Arabes privés de leur maison, et pour un Arabe être privé de sa maison, c'est être privé de tout. Vous avez dit, périsse Israël si Israël est injuste. Neher, oui, c'est vrai, je l'ai dit, et je le maintiens. Mais Israël est du côté de la justice. Lévinas, eh bien nous commençons à avoir des réflexes d'occupants. C'est en 67. Hein. Vous voyez, donc, ce que j'appelle refus, un certain refus de la politique chez Neher, me semble, il y a quelque chose comme un entêtement là, qui se dit, dans ce dialogue, on voit très bien qu'il n'y a pas de dialogue. Il dit Israël est du côté de la justice, hein, sans entrer dans l'éventuelle démonstration de cette position. Ça pas, je le disais en commençant, ça n'a pas toujours été le cas chez Neher, bien sûr. Hein. Dans les années 50, il avait même proposé ce qui peut-être une proposition qu'il faudrait, le contexte s'y prête pas, mais qu'il faudrait un jour ou l'autre remettre à l'ordre du jour. Il avait proposé que la loi du retour, qui faisait évidemment et qui continue de faire problème, fasse l'objet d'un examen par les nations et qu'elle soit examinée et entérinée par une institution de droit international comme la Cour internationale de justice de l'Haye. Ce qui est là, au contraire, vous voyez, entrer vraiment dans les requêtes de la politique. Soumettre la loi du retour à une sorte de sanction internationale. Donc je disais qu'il y a au fond une collision entre les géothéologies et la politique, parce que chaque peuple, chaque groupe va se référer à une essence qui le constitue et qui fonde une sorte d'assentiment partagé à une existence collective. Le droit international ou la politique mondiale ne peuvent pas faire exception de ce que Neher appelle des essences. Pas plus qu'un juge, je reprends l'exemple de Lévinas, pas plus qu'un juge ne peut faire exception du visage de qui comparer devant lui. La politique n'a affaire qu'à des existences politiques et l'essence qui est invoquée par Neher, la géothéologie d'Israël, la question c'est la confrontation avec l'existence et avec l'existence d'autres essences, si je puis dire les choses de cette façon. Et quand il n'y a pas de médiation possible ou d'intermédiation entre différentes géothéologies, il reste la politique. Et il y a des circonstances où la politique est impossible. Il y a quelque chose sans doute de désespérant dans ce propos, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder en face. Pour conclure, je dirais que ce qui fait la grandeur de Neher, et même si ce que j'ai exposé ce soir de sa pensée a un certain nombre de dimensions critiques, je crois que c'est ce qui fait de lui un grand penseur, c'est que il nous a légué des lignes méditatives, comme ça, des pensées, des réflexions, des méditations autour des fractures que j'indiquais en commençant, sionisme, universalisme, État, religion, histoire et salut, identité assignable
ou ouverture sur d'autres identités ou non-assignation de l'identité à elle-même, avec, je parlais de dimension critique, avec aussi quelque chose qui, dans cette pensée, parfois, selon moi, il faudrait revenir aussi à la question de la philosophie juive, qui parfois s'enraye, mais il ne s'agit pas d'en tenir rigueur, je veux dire, anér, parce que cet enraillement est également le nôtre aujourd'hui, bien sûr. Et à cet égard, penser autour de ces blessures ou de ces fractures, nous lui devons beaucoup. Je vous remercie. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais lancer la première en tout cas. Est-ce que vous pensez que André Neher, oui. Alors là je vais peut-être retourner dans son côté biographique, a grandi dans un pays laïque, l'Alsace des années 30, 20 et 30. Il a été profondément marqué de son exclusion justement de l'éducation nationale, ce bastion de la laïcité. Est-ce que il n'est pas complètement revenu dessus en devenant sioniste, il a oublié cette notion de laïcité peut-être, de séparation, de religion privée. Oui. C'est peut-être quelque chose qu'on a peut-être du mal à comprendre aujourd'hui en France, notion de laïcité que l'islam, en tout cas en terre d'islam, ne connaît même pas. Non, il y a, vous savez, alors, vous rappelez les données biographiques de cette trajectoire, je pense qu'elles sont très importantes, mais bon, à biographie sensiblement égale, les parcours ne sont pas les mêmes, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse... La différence à propos de la laïcité par exemple, je prends un point, la différence entre judaïsme et islam, c'est que le judaïsme a une très longue, bimillénaire expérience de l'être dominé. Et donc il a une très longue expérience de la domination par les autres. Dans l'islam, c'est pour ça que les communautés musulmanes peuvent avoir beaucoup de mal avec la laïcité, avec l'intégration, c'est presque l'expérience inverse qui est celle des musulmans autour du dar al-Islam. C'est-à-dire c'est une expérience de l'être dominant, de vivre éventuellement, de coexister dans des conditions tout à fait acceptables, avec des dominés. Et là, c'est moins une expérience biographique ou personnelle qu'une expérience, historique de longue durée qui marque quelque chose là encore une fracture, peut-être une impossibilité de parler de géothéologie à géothéologie entre musulmans et juifs. Enfin, je ne veux pas noircir le tableau, hein, mais je pense que c'est difficile aujourd'hui d'envisager, je parle là du Moyen-Orient, hein, je ne parle pas de la France, d'envisager autre chose que effectivement la guerre, c'est-à-dire la mise en suspens de la politique pendant un certain temps. Et j'ajouterais que ceux qui crient politique, 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 cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu, etc., ce sont, en règle générale, ceux qui, du coup, imputent à Israël la responsabilité de la guerre et qui, ce faisant, paralyseraient Israël, ou au fond, viendraient lui interdire, par le droit international, par la sanction du droit international, viendrait lui interdire toute possibilité d'autodéfense. Donc les enjeux sont très brûlants et très douloureux et très compliqués. Vous parlez d'enjeux, j'en profite donc pour signaler votre dernier livre autour donc de la transaction. La transaction, c'est-à-dire l'échange quelque part. C'est-à-dire que oui, enfin, c'est autre chose, mais la transaction, c'est l'essence de la politique au sens où j'en ai parlé. Donc, s'affairer autour d'une blessure, si on veut, c'est-à-dire rentrer dans des procédures de négociation. Et je pense que la démocratie ne se peut que comme démocratie transactionnelle, voilà,
dans la médiation, dans le compromis, dans la négociation. C'est effectivement à cette condition qu'une démocratie est possible. Et donc c'est aussi dans l'absence de cette condition qu'une démocratie est menacée, bien sûr. Y a-t-il d'autres philosophes juifs qui aient fait le même cheminement que Néer dans l'époque moderne? Le même cheminement, chaque vie est irréductible à une autre vie, mais il y a en effet toute une génération de penseurs juifs, ce qu'on a appelé, s'agissant des penseurs juifs de langue française, ce qu'on a appelé l'école d'Orsay, parfois l'école de Paris, hein, donc c'est une génération, on voit bien qu'elle a été, chacune à sa façon, bouleversée, je reprends le mot de Néer, le bouleversement existentiel. Je parlais de Lévinas. Lévinas, toute sa famille lituanienne a été décimée, hein, dans des pogroms, etc. Donc, les vies de toute cette génération de penseurs ont évidemment été bouleversées. D'une façon ou d'une autre, vous vous rappeliez le bouleversement qu'a été pour Néer cette expérience. En contrepoint ou en juxtaposition, on peut mettre évidemment la vie de Lévinas. Comment vous qualifieriez celui de Béni Lévy, par exemple? C'est une autre génération. Oui, c'est la mienne. Donc celle-là, je la connais un petit peu mieux. Pour cette génération, ils ont en gros né dans l'après-guerre. L'expérience de l'antisémitisme, je ne dirais pas qu'elle n'a pas existé, mais elle n'est pas comparable avec ce qu'elle a pu être pour la génération précédente, pour la génération de nos parents. Donc là, c'est marqué par... J'ai écrit un texte à propos du film sur Goldman récemment, donc c'est une génération où beaucoup de jeunes juifs, un grand nombre de jeunes juifs, se sont engagés à l'extrême gauche. L'extrême gauche qui, franchement, il y avait beaucoup de choses à se reprocher déjà, mais certaines qui ressemblaient assez peu à ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême gauche. Et donc c'est une génération qui entendait, qui recherchait, on va reprendre le mot de Néer, une identité, mais une identité de substitution au judaïsme hérité des pères. Et cette identité de substitution, c'était l'engagement révolutionnaire auprès de tous les opprimés, de tous les exploités, de tous les humiliés, les offensés du monde. Et ça a marché un certain temps. Une sociologue expliquait à quel point les étudiants séfarades étaient engagés à l'extrême gauche, étaient plutôt maoïstes, et les étudiants ashkénazes engagés à l'extrême gauche plutôt trotskistes. Donc ça veut dire que c'était un objet sociologique, c'était quelque chose qui a été assez considérable. Et Béni Lévy est évidemment entièrement impliqué dans ce parcours qu'on a pu résumer d'une formule de Mao à Moïse. Hein. Donc il y a eu ensuite, évidemment, pour beaucoup de ces jeunes, ex-jeunes juifs, une réflexion de l'âme, comme dit Néer encore, c'est-à-dire les uns et les autres ont fait, plus ou moins, chacun à sa façon, pas tous, ont fait tchouba. Donc le parcours, vous voyez, est peu comparable au parcours d'un Lévinas ou d'un Néer, puisqu'il transite. Le judaïsme est comme broyé, remalaxé dans l'engagement politique à l'extrême gauche, et ensuite, peut-être, c'est le moment où il est recouvert, et ensuite il est redécouvert dans des formes qui sont différentes selon les uns et les autres. On ne peut pas réduire à chaque fois des trajectoires à une génération, même si l'impact générationnel n'est pas sans importance. En tout cas, les trajectoires sont très très différentes entre la génération de mes pères, de mon père, de mes parents et la génération des gens nés après 1945. En quoi c'est différent? Comment? En quoi? Par la différence principale, c'est l'expérience, l'endurance de l'antisémitisme.
et de l'antisémitisme, pas de l'antisémitisme traditionnel, parce que celui-là, il existait depuis longtemps, et il a continué d'exister après, mais d'un antisémitisme proprement exterminateur. C'est-à-dire que cette génération a fait des preuves terribles. Peut-être qu'on en retrouve quelques traces comme ça dans l'antisémitisme d'atmosphère, hein, comme dit un sociologue. Ça a été terrible parce que toute cette génération s'est sentie menacée de mort, presque chacun pris individuellement. C'est une expérience dont peut-être qu'on n'a même pas idée, enfin depuis le 7 octobre peut-être qu'on recommence à en avoir vaguement une idée, mais or ma génération, moi je me souviens de l'antisémitisme, d'atmosphère également, à l'école, en Algérie, etc. Mais c'était spécifique, c'était l'Algérie, c'était pas même si c'était un département français, c'était pas exactement la France. Mais c'était un antisémitisme courant, hein, on pouvait s'entendre dire sale juif, etc. Mais il y avait l'expérience faite par la génération de Neher, Lévinas, etc. C'est une expérience absolument terrifiante, terrible. Je pense qu'il faut la prendre aussi presque personnellement. Quand on lit un tas de choses, des mémoires de Benjamin Fondan, etc., chaque juif entre 1933 et 1945, chaque juif individuellement vivant en Europe, était à tout instant, en tout cas à partir de 39-40, à tout instant menacé pas simplement d'une persécution, les juifs en avaient l'expérience de longue date, pas simplement d'humiliation dans la rue, mais d'une mise à mort quasi immédiate. Donc c'est quand même quelque chose de terriblant, enfin quelque chose qui est terrible. Enfin, je n'ai pas de mots. Toutes les générations de juifs, heureusement, n'ont pas fait cette expérience. Et donc elle marque des pensées comme celle de Neher ou de Lévinas ou d'autres. Oui. Je vais me permettre de citer un extrait donc, de l'interview qu'André Neher a adressée à Victor Malka, hein, donc le dur bonheur des très juifs, où il dit que, donc, en parlant donc, du ghetto de Varsovie, en parlant à ses camarades du ghetto de Varsovie, il leur dit que pendant des siècles, les juifs avaient fait le Kiddush Hashem, ce qui veut dire accepter le martyre, parce que les ennemis des juifs voulaient atteindre leurs âmes, les obliger à renier leur foi. Alors, pour montrer que leur âme était plus forte que leur corps, ils acceptaient la mort. Maintenant, dans le ghetto de Varsovie, c'était le contraire. On en voulait uniquement à la vie des Juifs, à leur corps. Alors, il s'agissait même, jusqu'au dernier instant encore, aux portes des fours crématoires, d'essayer de sauver des vies. C'est cela le Kiddush Hayayim, la sanctification de la vie. Donc, il explique pourquoi les Juifs ne sont pas vraiment rebellés. A posteriori, c'était difficile pour les jeunes générations, notamment d'Israéliens, de comprendre comment les Juifs d'Europe se sont laissés aller à l'abattoir, comme il disait. Et donc, la tentative d'explication de Neher, c'est de dire qu'ils voulaient défendre leur corps jusqu'à l'impossible. Oui, c'est ce que dit dans une formule, j'espère la retrouver, le grand historien de la Shoah qui a écrit La destruction des Juifs d'Europe, son nom m'échappe à l'instant. Raoul Hilbert. Il explique l'histoire des persécutions des Juifs sur la longue durée de la façon suivante. Il y a l'étape de la conversion forcée. Vous ne pouvez pas vivre parmi nous comme juifs, et donc vous devez vous convertir au christianisme, à l'islam. L'étape ensuite de la ghettoisation, de la séparation, vous ne pouvez pas vivre parmi nous. Et l'étape de l'extermination, vous ne pouvez pas vivre. Donc, on voit comment ces trois étapes sont absolument terribles et fatales. Donc, c'est pour ça que je parlais d'une expérience terrible et térébrante. Il n'y a même pas l'issue de la conversion. Il n'y a même pas l'issue de vivre séparé dans un ghetto. Il n'y a plus d'issue. Cette expérience de plus d'issue, c'est une chose épouvantable. Absolument épouvantable. Je vais me permettre de finir sur une petite note quand même d'optimisme, donc toujours en citant Neher, qui donc a vécu la guerre de Kippour,
donc, en Israël, puisqu'il était déjà monté à l'époque. Guerre de Kippour, dont beaucoup ont vu les 50 ans dans cet horrible drame du 7 octobre. Et il disait donc, c'est la conclusion, ils avaient oublié que l'arbre juif n'a pas ses racines sous terre seulement, mais au ciel aussi. Ils ont voulu faire obstruction définitive au chemin du peuple juif. Ils avaient oublié que la route juive n'est pas horizontale seulement, mais verticale aussi et infinitive. En repoussant l'attaque sur le canal et sur le Golan, au prix de leur vie, les combattants d'Israël, eux, ne l'avaient pas oublié. Ils n'ont pas seulement stoppé la solution finale, ils ont laissé ouverte comme la porte de cette Neila, la question finale, l'infini de l'alliance. Donc l'espoir, le fait que les méchants sont éphémères dans l'histoire du peuple juif. Oui. Alors, le judaïsme est profondément, en dépit de ce que j'ai dit, profondément optimiste. Le propos de Neher, vous venez de rappeler, l'indique. C'est ce qu'un philosophe comme Schopenhauer, par exemple, un philosophe allemand, détestait dans le judaïsme. C'est un philosophe de la tristesse, de la finitude, de la souffrance, de la vie comme souffrance, etc. Je ne vais pas parler de Schopenhauer, mais ce qui a fait de lui un antisémite, Schopenhauer, et ce qui détestait par-dessus tout, c'était cet optimisme inébranlable, en quelque sorte, du judaïsme. Donc c'est assez saisissant dans le propos de Neher que vous venez de rappeler. Oui. Alors qu'il n'y a pas de raison d'être optimiste. Le véritable optimisme, c'est sans doute celui-là. Hein. Continuer d'être optimiste quand il n'y a aucune raison de l'être. Le bilan que je dressais ce soir, y compris à partir des géothéologies de Neher, c'était un bilan sombre. Donc c'est pas plus mal finalement de rappeler que malgré les terribles épreuves, le judaïsme est sans doute une religion de l'optimisme, on peut dire. Est-ce que Neher connaissait le géothéologie de l'islam? Il savait qu'il y avait impossibilité antagoniste? Ou c'était pour lui... Ça, je sais pas. Je sais pas. Je pense que oui. Enfin, même s'il ne le formule pas de cette façon, je pense qu'il a dû... Ayant fait son alia en 67, ayant vécu la guerre du Kippour, c'est quelque chose qui ne devait pas tout à fait lui échapper. Hein. Donc, j'ai dit les choses à ma façon, en mobilisant, en convoquant cette notion de géothéologie que j'emprunte à Neher, et en montrant qu'elle est très stimulante et très riche, et elle trouve sa limite dans les géothéologies des autres. En l'occurrence, une fois qu'elle est confrontée à la théologie du Dar à l'islam, qui fait que, sur le plan théologique, il n'y a aucune solution possible. Et au fond, c'est terrible, mais les traditions des socialismes bahassistes, vaguement laïques, etc., qui ont existé, y compris dans l'OLP à un certain moment, elles trouvent leur vérité propre dans ce que dit un mouvement comme le Hamas aujourd'hui, qui le dit avec force, avec brutalité et sans embâge, c'est-à-dire sur la Palestine ou sur la terre d'Israël, ne peut vivre aucun juif, aucun chrétien. D'ailleurs, le rapport se fait dans leur imaginaire géothéologique entre le retour et la croisade. Donc, la chose est dite, et eux ne font pas de politique. Hein. Le Hamas, contrairement, peut-être quand ils se... Enfin, en gros, ils ne font pas de politique au sens où je l'ai entendu ce soir. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, il n'y a rien à négocier, il n'y a pas deux États, il n'y a pas... Tout ceci, pour le Hamas, est nul et non avenu, et à mon avis, en raison de cette tradition élaborée par l'islam, par ses juristes, ancrée dans cette territorialisation du monde, il se trouve que la Palestine est en plein dans le Dar à l'islam. Donc, pour eux, pas de compromis, pas de possibilité, pas de... Voilà. Alors, est-ce que c'est ça, ce n'est pas ça l'islam politique pourtant? Pardon? Est-ce que ce n'est pas pourtant ça, l'islam politique? Non. Alors, enfin, l'islam politique. Ce que j'appelle politique, ça a un sens assez précis. L'islam politique, c'est la négation de la politique par l'islam. Et cette négation de la politique par l'islam se fait par des moyens politiques. Les subversions ont toujours utilisé... Les léninistes, par exemple,
rien à voir avec les islamistes. Les bolcheviks, les mouvements communistes dans les années 30, entendaient détruire les démocraties parlementaires en se présentant à des élections. Mais ce n'était pas du tout la reconnaissance de la politique de la démocratie parlementaire. Donc ce qu'on appelle l'islam politique, c'est une façon de décrire un phénomène qui... j'ai rien à redire, c'est juste de l'écrire. Mais il faut bien, c'est ce qu'il apparente au mouvement fasciste des années 30, ou d'une certaine façon au mouvement communiste des mêmes années 30. C'est pour ça qu'il est légitime, contrairement à ceux qui poussent des cris d'orfraie, de parler d'islamo-fascisme ou d'islamo-gauchisme. Il s'agit à chaque fois de subvertir la politique démocratique au sens de la transaction, de la médiation, du parlementarisme, de la représentation, de la séparation des pouvoirs, etc. Donc de miner du dedans la politique dans ce sens-là, par des moyens politiques. En finir avec la politique démocratique par des moyens politiques. Donc l'islam politique c'est la négation même de la politique de toute politique démocratique. Il y a une psychanalyste qui parlait à propos de... je crois qu'elle en parlait à propos de l'islamisme, mais elle disait qu'il y avait chez tous les ennemis de la démocratie, une haine de la séparation, disait-elle. Alors elle entendait à la fois au sens juridico-politique de la séparation des pouvoirs, mais aussi au sens psychanalytique d'être séparé d'eux. C'est-à-dire que l'appartenance communautaire vient abolir, effacer toute séparation des individus les uns d'avec les autres. Donc, enfin voilà. Voilà ce que je peux répondre sur l'islam politique. Il y a un autre question. Quelqu'un qui... Voilà, juste une petite question, si je vous ai bien compris, c'est qu'il y a deux définitions dans la politique. Une définition, celle de Neher, une politique éternelle d'Israël, métaphysique, spécifique, etc. Non pas qu'il n'ait pas d'accord de pouvoir parlementer et rentrer en médiation, mais tout simplement, c'est que dans l'essence même d'Israël, il y a une sorte d'éternité. Et la politique vue par, dans le sens, on va dire, tel que vous l'avez défini pour le Hamas, etc., que de ne pas vouloir parlementer. Donc c'est deux idées politiques, deux définitions de la politique. Et donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi est-ce que Neher, on est obligé de le politiser, en fait. En fait, il n'y a pas de définition politique à Neher, c'est une définition spirituelle. Quelle définition politique on lui donnerait? Peut-être que selon le contexte, selon les circonstances, eh bien, on parlementera ou pas, mais il n'y a pas de débat politique dans Neher. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je peux peut-être répondre, vous m'entendez? Oui. Non, je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que vous avez utilisé un mot très juste, que je pense qu'il vient en droite ligne chez Neher de Rosenzweig. C'est-à-dire que dans l'Étoile de la Rédemption, Rosenzweig explique que le peuple juif, dit-il, il appelle le peuple juif peuple éternel. C'est-à-dire un peuple qui est qui est complètement anhistorique. Et donc anti-étatique et anti-politique, parce que c'est un peuple qui s'accepte du destin des nations, qui ne parle pas la langue des pays, dont la langue sainte n'est pas la langue des pays, etc. etc. Donc, alors justement, chez Rosenzweig, le peuple juif est un peuple séparé. Vous parlez de séparation, c'est un peuple séparé. Et c'est cette séparation qui lui confère une destinée que Rosenzweig appelle éternelle. Donc cette dimension d'éternité, c'est-à-dire d'éternité extra-historique, comme si le peuple juif faisait exception aux lois de l'histoire, en quelque sorte, se retrouve chez Neher sous ce qu'il appelle essence, ou identité, etc. Seulement, Rosenzweig, du coup, déduit de cette éternité du peuple juif, il déduit une indifférence par rapport au sionisme, comme chez Hermann Cohen. C'est-à-dire que le sionisme, pour lui, il y avait deux, je cite Rosenzweig, je ne perds pas de vue Neher, il y avait deux formes d'oubli de l'éternité juive, nous dit Rosenzweig, le sionisme et l'assimilation. Parce qu'il voyait dans ces deux figures une tentative du peuple juif de réintégrer l'histoire des peuples.
soit en créant un État, soit en se fondant dans une nation, dans notre État, etc. Et, oui, un oubli de l'éternité. Il me semble que chez Neher, il y a quelque chose qui vient de l'héritage de Rosenzweig, c'est tout à fait clair. Je dis il me semble, c'est une locution un peu bête. Hein. Il y a cet héritage, seulement Neher en tire une conclusion qui n'est pas celle de Rosenzweig. Oublie l'éternité, sionisme, assimilation. Neher se confronte par sa trajectoire personnelle, par le fait qu'il soit monté en Israël en 1967, etc. Il est confronté à des réalités politiques très douloureuses. Hein. Et donc, il est obligé, et c'est là où il y a quelque chose qui... C'est pas du tout... J'ai jamais dit, ou alors si je me suis mal fait comprendre, j'ai jamais dit que Neher était un penseur politique. Pas du tout. Rosenzweig est davantage un penseur politique parce qu'il pense le sionisme et l'assimilation. Mais Neher confronte la spiritualité de la vocation juive, elle se trouve confrontée chez lui à ce qu'il appelle des accidents de l'histoire, c'est-à-dire les circonstances, les situations, les contingences, etc. Et donc, il tente, non pas d'élaborer une pensée politique, mais il essaye de trouver quelque chose comme une articulation, qu'il appelle souvent dialectique d'ailleurs, une articulation entre cette éternité, identité, essence, etc., et existence concrète de l'État d'Israël, qui fait la guerre, qui a des ennemis, etc. etc. C'est tout. Il est confronté à cette situation. Il ne se déduit pas de la pensée de Neher une philosophie politique, ça c'est clair. Donc je liste deux petits rappels. Donc votre livre aux éditions PUF, donc c'est les petits livres que tous les étudiants ont eu entre les mains, qui sont visiblement, comme votre cours aujourd'hui, très faciles à lire, sur la transaction. Et je vous rappelle donc les prochaines conférences dans le cadre de l'année Neher, donc le samedi 18 novembre à 18 h avec le professeur David Lemler, donc, dont le thème était qu'appelle-t-on traduire la Torah? Et donc il nous a annoncé que pour malheureusement coller à l'actualité, il s'attachera surtout à la notion qui existe dans la Torah, dont le mot hébreu existe, de l'homme animal, l'animalité qui est dans l'homme, et que malheureusement on a vu qu'elle peut rentrer en action de manière terrifiante. Et donc le lundi 4 décembre à 18 h 30, et cette fois à la BNU, hein, donc place de la République, ça sera le professeur Yael David Touati qui viendra nous parler dans la famille Neher, je voudrais le père. Et toutes ces informations sont disponibles sur le site cibr.fr.